Nous allons parler de la vaccination des personnes âgées. Alors, il n'échappe à personne que les seniors présentent un enjeu majeur pour la société, puisque on estime qu'en 2040, près de 4 millions de Français auront plus de 85 ans, dont 2 millions de dépendants. Ces seniors, on a l'habitude de les classer en 3 catégories. Les vigoureux, qui représentent entre 50 et 60% des plus de 75 ans, les fragiles, qui sont 25 à 30% des plus de 75 ans, et les dépendants, qui sont à 10 à 15% des plus de 75 ans, dont la moitié sont des déments. Alors, le problème vis-à-vis des maladies infectieuses et de la vaccination, le problème des seniors, c'est l'immunosénescence, c'est-à-dire le vieillissement du système immunitaire. Et ce vieillissement du système immunitaire fait que les personnes âgées ont une sensibilité majorée aux infections, que cette sensibilité est d'autant plus élevée qu'ils sont plus fragiles, et cette sensibilité est responsable d'une mortalité, d'hospitalisation et de passage à la dépendance. Également, cette immunosénescence explique que les personnes âgées ont une réponse potentiellement diminuée au vaccin. Alors, cette immunosénescence, elle est finalement assez mal connue, mais on peut quand même en tirer des éléments essentiels. L'immunosénescence fait que les personnes âgées ont un défaut de réponse aux nouveaux antigènes. Ils ont par ailleurs un défaut de persistance de la mémoire vaccinale, de la mémoire immunitaire. On note également chez les personnes âgées ce qu'on appelle l'inflammaging, une inflammation chronique, avec une augmentation des concentrations de cytokines pro-inflammatoires. Également, on sait que chez les personnes âgées, il existe des co-infections, et notamment des co-infections avec des virus persistants, comme le cytomégalovirus, qui joue certainement un rôle dans ce phénomène du vieillissement du système immunitaire. Et puis, bien sûr, il y a toutes les comorbidités qui vont se joindre à l'affaiblissement du système immunitaire pour entraîner une dérégulation de la réponse immune et également, il y a également chez ces personnes âgées une augmentation de l'incidence des maladies auto-immunes. Alors, vis-à-vis de la réponse vaccinale, qu'est-ce qu'on peut retenir ? On peut retenir que la mémoire immunitaire est réduite par rapport à celle de l'adulte jeune, mais quand même, elle persiste chez les personnes âgées, et notamment les rappels vaccinaux sont tout à fait efficaces. Par contre, les réponses à la primo-vaccination sont altérées de façon beaucoup plus importante. Alors, donc, la conséquence du vieillissement du système immunitaire, c'est l'augmentation du risque infectieux. Cette augmentation du risque infectieux, il concerne les maladies respiratoires, et notamment les pneumopathies communautaires liées au pneumocoque, à l'Haemophilus influenzae, au virus, et notamment à un virus qu'on a un peu négligé jusqu'à présent, qui est le virus respiratoire syncytial. Ceci se traduit par des infections qui peuvent ne pas se limiter à l'appareil respiratoire, mais devenir invasives, avec donc une atteinte septicémique et une atteinte des autres organes. Et c'est en particulier le cas des infections à pneumocoque, avec un risque qui est multiplié par 5 pour les 70 à 79 ans et qui est multiplié par 12 après 80 ans, et ceci par rapport aux personnes âgées de 15 à 49 ans. Autre augmentation du risque infectieux vis-à-vis de la grippe, et on sait que la grande majorité
en fait, on mesure assez mal cette augmentation du risque de la grippe parce que la grande majorité des décès qui sont liés à la grippe ne sont pas des décès directs, mais des décès indirects, c'est-à-dire l'aggravation de pathologies sous-jacentes. Et donc, la grande majorité des décès liés à la grippe concernent pour plus de 90% les personnes âgées de plus de 65 ans. Et la grippe on admet que la grippe est responsable de 5 à 10% des décès dans cette tranche d'âge des 65 ans et plus. Autre problème infectieux relativement spécifique, en tout cas majoré chez les personnes âgées, le zona, puisque on a des données d'incidence en France qui proviennent des réseaux Sentinelle qui surveillent l'épidémiologie du zona en France. Et le taux d'incidence est supérieur à 500 pour 100 000 après 50 ans et est près de 1000 pour 100 000 de 160 à 79 ans, alors que cette incidence n'est que de 346 pour 100 000 dans la population générale. Donc plus on vieillit et plus on a de risques de présenter un zona. Alors, durant la période initiale de la pandémie Covid-19, il a été démontré que l'âge était le facteur prédominant du risque de mortalité, et avec une augmentation exponentielle du risque de décès lié à la Covid-19 à partir de l'âge de 50 ans, et ceci de manière plus marquée chez les hommes que chez les femmes. Alors, à partir de ces données, donc, défaillance du système immunitaire, augmentation du risque infectieux vis-à-vis de certaines maladies, eh bien, c'est à partir de ces données que sont élaborées les recommandations vaccinales spécifiques aux personnes âgées. Et parmi ces recommandations vaccinales, il y a d'abord les rappels de vaccination diphtérie, tétanos, polio. Et autrefois, on disait on recommandait des rappels tous les 10 ans. Depuis 2013, les rappels diphtérie, tétanos, polio de l'adulte ont été espacés parce qu'on sait que chez les adultes jeunes, au moins, la durée de protection va bien au-delà des 10 ans. Et donc, on a chez les adultes des recommandations de rappel à 25, 45 et 65 ans. En notant que, c'est une chose nouvelle, il n'y a plus maintenant de vaccin Revaxis, diphtérie, tétanos, polio, ce qui fait que les rappels maintenant comportent obligatoirement la coqueluche, alors qu'il n'y a pas de recommandation de rappel coquelucheux chez les personnes âgées, en dehors de situations particulières sur lesquelles on reviendra. Donc ça, c'est pour les adultes. Maintenant, pour ce qui concerne les personnes âgées, en prenant en compte l'existence de l'immunosénescence, eh bien, on a recommandé que des intervalles de 10 ans soient maintenus pour les personnes âgées de 65 ans et plus, soit dont des rappels à 60, non plus à intervalles fixes, mais à âge fixe, à 75, 85, 95 ans ou plus. Alors, comment peut-on justifier la nécessité de ces rappels? Si on regarde le tétanos, actuellement, il y a peu de cas de tétanos, quelques dizaines de cas par an, et ces cas concernent essentiellement des personnes âgées, l'âge moyen est de 78 ans, et surtout concernent les femmes qui n'ont pas été vaccinées, qui ne sont pas allées au service militaire, alors que les hommes ont reçu un rappel de vaccin tétanos au service militaire. Et donc, ce sont surtout les femmes qui sont affectées par le tétanos. Mais encore une fois, ce n'est plus le cas. Il y a également la diphtérie
la diphtérie, actuellement, les cas les plus fréquents de diphtérie en France sont liés à une souche particulière qui est Corynebacterium ulcerans, dont le réservoir n'est pas humain, comme Corynebacterium diphtheriae, mais un réservoir animal. Et les cas de diphtérie à Corynebacterium ulcerans concernent majoritairement les femmes de plus de 65 ans. Et donc, dans ce contexte, un rappel tous les 10 ans sont tout à fait nécessaires pour le maintien d'une immunité protectrice. Par contre, il n'est pas certain que les rappels polio soient nécessaires. D'ailleurs, dans beaucoup de pays, il n'y a pas de rappel de polio chez les personnes adultes ou âgées, mais en France, on n'a pas le choix, puisqu'il n'y a pas de vaccin diphtérie-tétanos sans la polio. Donc, actuellement, donc, obligatoirement, ce sont des rappels qui comportent la polio et encore une fois la coqueluche, bien que cette vaccination ne soit pas spécifiquement recommandée chez les personnes âgées. Alors, ces recommandations depuis 2013, elles ne sont pas très bien appliquées parce que les médecins n'ont pas vraiment assimilé ce passage d'une logique de rappel à intervalles fixes à des rappels à des rappels à âge fixe. Et donc, il existe, ce qui fait que la plupart des adultes et des personnes âgées ont reçu leur dernière dose de rappel en dehors des âges qui sont maintenant fixés par le calendrier vaccinal. Et donc, il existe une grille sur le calendrier vaccinal, une très belle grille, qui permet aux personnes qui n'ont pas été vaccinées aux âges prévus maintenant de se recaler sur le calendrier vaccinal. Donc, c'est un calendrier à double entrée avec où on doit prendre en compte sur la partie supérieure l'âge du patient lors de la consultation et sur la ligne verticale l'âge à laquelle le patient a reçu son dernier rappel. Et en croisant ces deux données, eh bien, on a immédiatement l'information, est-ce que la personne est à jour ou pas? Si elle n'est pas à jour, quand est-ce qu'on lui fait sa dose de vaccin et quand est-ce qu'on lui fera, il devra avoir sa dose, son rappel ultérieur. Alors, les principes de ce calendrier, c'est que le délai par rapport au dernier rappel doit être supérieur à 5 ans. Et si ce délai est inférieur à 5 ans, eh bien, le prochain rappel sera effectué au rendez-vous vaccinal à l'âge suivant, c'est-à-dire N+1, c'est-à-dire 10 ans plus tard. Ce qui fait qu'il doit y avoir l'intervalle entre le dernier rappel et le nouveau rappel ne doit pas dépasser 15 ans. Et puis le deuxième critère, c'est qu'il faut que l'intervalle entre le dernier rappel effectué et le prochain rendez-vous vaccinal à âge fixe soit inférieur à 15 ans. Si ce délai est de plus de 15 ans, eh bien, on fait un rappel immédiat et le délai entre ce rappel et le prochain rendez-vous vaccinal à l'âge fixe, donc de plus de 5 ans. Si ce délai est de moins de 5 ans, eh bien, on fera un recalage différé au rendez-vous vaccinal à âge fixe suivant. Donc, je vous incite fortement à consulter ce calendrier, cette grille, lorsque vous êtes confronté à une personne âgée qui vient pour un rappel alors qu'elle n'a pas reçu son dernier rappel aux âges qui sont actuellement recommandés. Autre vaccination recommandée chez les personnes âgées, c'est la vaccination contre la grippe. Et on sait depuis d'années déjà que la vaccination contre la grippe est recommandée tous les ans chez les personnes âgées de 65 ans et plus. Alors, cette vaccination fait l'objet de controverses du fait de plusieurs problèmes. D'abord, il y a quand même quelques doutes sur l'efficacité
du fait de l'immunosénescence, mais pas seulement de l'immunosénescence, mais du fait que la corrélation entre les souches circulantes et les souches qui sont dans le vaccin ne sont pas toujours parfaites, ce qui fait que d'une année à l'autre, on peut avoir des taux d'efficacité très variables. Et cette année, la vaccination contre la grippe, l'efficacité n'était pas optimale. Alors, également, ces controverses viennent du fait qu'il n'y a pas vraiment eu d'études, il n'y a pas eu d'études scientifiques qui aient établi l'efficacité de la vaccination chez les personnes âgées. Cette vaccination des personnes âgées a été mise en place aux États-Unis sans preuve scientifique. Et comme elle a été très rapidement adoptée, ensuite, il a été difficile de faire des études versus placebo, des études contrôlées, randomisées versus placebo, parce que la vaccination était déjà largement répandue. Et puis, il y a bien eu des études, mais qui étaient des études indirectes, des études populationnelles qui étaient biaisées et qui avaient attribué à cette vaccination un impact tout à fait irréaliste, avec par exemple une réduction de 40% de la mortalité globale, ce qui est impossible puisque on sait que la grippe est responsable de 5 à 10% d'augmentation de la mortalité durant la période de circulation du virus de la grippe. Donc la vaccination antigrippale ne peut pas réduire la mortalité de 40%. Donc ces études biaisées ont également affecté la réputation de ce vaccin contre la grippe. Alors, en plus de ça, il y a eu des méta-analyses, et notamment des méta-analyses Cochrane, qui, du fait de l'absence de bonnes études, concluaient que l'efficacité de la vaccination grippale chez les personnes âgées n'était pas démontrée. Alors, depuis, il y a eu d'autres études, et notamment des études qui ont permis de contourner tous les biais des études populationnelles et qui permettent quand même actuellement d'attribuer à la vaccination grippale chez les personnes âgées une efficacité qui est de l'ordre de 60% pour la prévention de la grippe confirmée au laboratoire. Mais donc, ceci à partir d'un nombre quand même relativement limité d'études et un niveau de confiance de ces études qui est quand même également assez grand. Toujours est-il donc, indiscutablement quand même, la vaccination contre la grippe a une efficacité chez les personnes âgées. Pour la prévention de la maladie grippale, c'est beaucoup moins évident pour la prévention de l'hospitalisation, la prévention des pneumonies et la prévention des décès, toutes causes confondues. Et puis, il n'y a pas de données significatives pour les effets indésirables. Tout ça, ce sont les conclusions de la dernière Cochrane méta-analyse Cochrane qui date de 2018. Alors, autre sujet de controverse concernant la vaccination grippale, c'est la place des vaccins susceptibles d'être plus efficaces, notamment d'être plus efficaces pour contourner l'immunosénescence chez les personnes âgées. Et il y a deux types de vaccins qui ont été mis au point, certains qui ont un adjuvant. Ce vaccin n'est pas commercialisé en France. Et puis, il y a le vaccin Efluelda, qui est un vaccin qui a la particularité d'avoir une concentration en antigènes, de chacun des antigènes, 4 fois supérieure à la concentration des antigènes dans les vaccins standards. C'est-à-dire qu'on a 60 microgrammes de chacun des antigènes, alors qu'on est à 15 microgrammes dans les vaccins grippaux standards. Alors, ce vaccin qui s'appelle Efluelda, qui est commercialisé aux États-Unis et dans beaucoup de pays, ce vaccin, il a fait l'objet d'une évaluation en France et la HAS
avait estimé que ce vaccin pouvait être utilisé au même titre que les autres vaccins dans le cadre de son AMM, c'est-à-dire à partir de l'âge de 65 ans. En fait, l'AMM, c'est 60 ans, dans le cadre de la stratégie vaccinale française vis-à-vis de la grippe saisonnière. Donc, ce vaccin, la HAS avait dit, ce vaccin peut être utilisé, mais contrairement à ce que réclamait la firme, la HAS n'a pas attribué à ce vaccin une recommandation préférentielle, parce qu'il y avait des doutes sur les premières études, sur vraiment la plus-value de ce vaccin par rapport au vaccin classique. Depuis, il y a eu des éléments qui sont quand même plus probants en faveur d'une meilleure efficacité de ce vaccin haute dose chez les personnes âgées. Toujours est-il que le vaccin n'a pas obtenu de recommandation préférentielle, ce qui fait que la firme n'a pas pu obtenir de prix, un prix pour leurs vaccins différent du prix des vaccins, des vaccins classiques. La problématique de ce vaccin Influenza a été relancée pour la saison 2025-2026, puisque, comme vous le savez sans doute, pour la prochaine saison grippale, nous allons revenir à des vaccins trivalents ne comportant qu'une seule souche B, tout simplement parce que la souche Yamagata a disparu. Et dans cette optique, le laboratoire a redemandé une recommandation préférentielle pour Influenza chez les personnes de plus de 65 ans. Et la HAS a émis un avis le 6 février 2025 souhaitant que ce vaccin soit disponible pour la prochaine saison, arguant notamment du fait qu'il y avait quand même des données qui allaient dans le sens d'une meilleure efficacité chez les personnes âgées. Mais la HAS n'a pas émis de recommandation préférentielle, ce qui fait que, alors que la Commission de la transparence lui a attribué un ASMR 5, ce qui veut dire que ceci ne va pas permettre une révision du prix. Donc, il est tout à fait vraisemblable que ce vaccin Influenza ne sera pas disponible pour la prochaine saison. Autre maladie pour lequel il existe des recommandations spécifiques chez les personnes âgées, c'est le zona. Donc, on a vu tout à l'heure l'incidence du zona qui augmente avec l'âge. Et donc, il existe actuellement un vaccin qui s'appelle le vaccin Shingrix, qui est un vaccin contre le zona, qui est un vaccin inactivé, recombinant, qui comprend un adjuvant. Il y a eu antérieurement un vaccin vivant qui s'appelait le Zostavax, qui était recommandé chez les personnes âgées. Ce vaccin, actuellement, n'est plus commercialisé. Donc, le seul vaccin qui existe, c'est le Shingrix. Ce Shingrix, il a une AMM à partir de l'âge de 50 ans et à partir de l'âge de 18 ans chez les personnes à risque de zona. Parce que il y a bien les personnes à risque de zona, ce sont les personnes âgées, mais ce sont également les immunodéprimés, notamment les personnes qui reçoivent un traitement des corticoïdes, des immunosuppresseurs, etc., qui sont à risque élevé de faire un zona. Donc, pour ces personnes, le vaccin peut être utilisé à partir de l'âge de 18 ans. Et dans tous les cas, le schéma vaccinal est un schéma à 2 doses espacées de 2 mois. Ce vaccin doit être impérativement fait par voie intramusculaire, ce qui peut poser problème pour les gens qui ont des troubles de la coagulation, qui sont tout traitement anticoagulants. En tout cas, la voie sous-cutanée n'est pas utilisable du fait de l'adjuvant qui est susceptible d'entraîner des réactions locales fortes. Alors, actuellement, donc, le schéma vaccinal, c'est 2 doses. On ne sait pas si ce vaccin, à l'évidence,
procure une protection prolongée, en tout cas beaucoup plus prolongée que ne le procurait le Zostavax. Et actuellement, on ne sait pas, il n'y a pas de données qui permettent de dire si des rappels vont être nécessaires. Ce vaccin, il peut être co-administré avec les autres vaccins qu'on fait chez les personnes âgées, diphtérie, tétanos, coqueluche, polio, les vaccins pneumo, les vaccins ARN messagers, Covid-19 également peuvent être co-administrés avec ce vaccin Shingrix. Alors, les recommandations françaises, eh bien, qui paraissent dans le calendrier vaccinal, sont donc de vacciner contre le zona les personnes immunocompétentes de 65 ans et plus, avec et également donc un schéma complet avec son schéma à 2 doses, schéma complet qui est également recommandé chez des personnes qui ont un antécédent de zona. Le zona est une maladie récidivante et quand on a fait un zona, eh bien, on reste tout à fait à risque de refaire un zona. Donc, les personnes qui ont eu un zona doivent être vaccinées avec le schéma complet à 2 doses. De même, la vaccination est recommandée chez les personnes qui ont été vaccinées antérieurement par le Zostavax en ménageant un délai de 1 an entre le Zostavax et la première dose de Shingrix. Et puis également, donc, ce vaccin, il est recommandé chez les immunodéprimés, si possible avant la mise en route d'un traitement immunosuppresseur, avec un délai qui peut être amené de 2 mois à 1 mois entre les 2 doses lorsqu'il y a urgence à assurer une protection. Autre vaccination pour laquelle il existe des recommandations spécifiques chez les personnes âgées, c'est bien sûr la Covid-19. La pandémie de Covid-19 est terminée, mais le virus continue à circuler à bas bruit, avec une incidence qui a été estimée à 6 cas pour 100 000 en population générale. Alors, il n'y a pas eu de flambée durant la période hivernale, bien que la couverture vaccinale chez les personnes pour qui le vaccin est recommandé soit restée assez basse. Par ailleurs, il y a bien sûr toujours de nouveaux variants qui apparaissent, mais ces nouveaux variants qui actuellement appartiennent au lignage XC sont toujours issus du variant Omicron et ne semblent pas disposer d'avantages particuliers en matière de transmissibilité ou d'agressivité. Donc, les personnes les plus vulnérables restent les personnes âgées, bien sûr, les personnes immunodéprimées, et avec la notion que 84% des hospitalisés sont âgés de 65 ans et plus, et 40% âgés de 85 ans et plus. Et 87% des décès sont âgés de 75 ans et plus. Donc les personnes âgées restent tout à fait ciblées par la poursuite de la vaccination contre la Covid-19. Alors, qu'en est-il des recommandations vaccinales? Donc, dans le calendrier 2024, il est dit que la vaccination est recommandée chaque année à l'automne pour les personnes âgées de 65 ans et plus, mais que toute personne souhaitant se faire vacciner doit pouvoir le faire, même s'ils ne sont pas dans la cible. Cette vaccination peut être co-administrée avec la vaccination antigrippale, et si on ne fait pas les 2 vaccins le même jour, il n'y a pas de délai à respecter entre ces 2 vaccinations. Il est recommandé de maintenir un délai de 6 mois par rapport à la dernière vaccination ou à la dernière infection, ce délai étant ramené à 3 mois chez les personnes de 80 ans et plus et les personnes à très haut risque. Et puis, il est recommandé également qu'une dose supplémentaire soit administrée au printemps pour les personnes de 80 ans et plus, pour les immunodéprimés
et pour les résidents d'EHPAD ou de services de soins de longue durée, ceci quel que soit leur âge. Et dans un document, dans un DGS urgent récent, eh bien, il est annoncé que la prochaine campagne de vaccination aura lieu à partir du 14 avril, c'est-à-dire elle démarre aujourd'hui et devrait persister jusqu'au 14 juin de 2025. Le seul vaccin disponible est le vaccin JN1 de Comirnaty. Autre recommandation vaccinale chez les personnes âgées, c'est le vaccin contre le pneumocoque. On a vu le risque particulier de pneumopathie à pneumocoque et d'infection invasive à pneumocoque grave chez les personnes âgées. Et jusqu'à présent, la stratégie, en dehors du nourrisson, bien sûr, la stratégie vaccinale contre le pneumocoque était basée sur les personnes à risque, c'est-à-dire les personnes immunodéprimées, les personnes à risque, soit immunodéprimées, soit non immunodéprimées, et ceci sans notion particulière d'âge. Et pour ces personnes à risque, ce qui était recommandé, c'était une séquence de vaccins, de vaccins conjugués, le Prevnar 13, et de vaccins non conjugués à 23 valences, le pneumovax, et ceci avec un intervalle de 2 mois entre les deux vaccins. Et il n'était recommandé qu'une seule revaccination avec le vaccin non conjugué 5 ans après la dose de pneumovax. Cette stratégie a été mal comprise et très peu appliquée, puisqu'il a été estimé que la couverture vaccinale des populations cibles était estimée entre 5 et 17% en 2018, ceci dans un avis de la HAS de 2024. La nouveauté vient de la mise à disposition d'un nouveau vaccin, le vaccin Prevnar 20, qui finalement, on n'a pas d'études d'efficacité, on a des études d'immunogénicité, et ce vaccin Prevnar 20 entraîne une réponse immune non inférieure à celle qui est obtenue pour 6 des 7 sérotypes additionnels du vaccin pneumovax. Il n'y a qu'un sérotype pour lequel la réponse est inférieure, mais il y a une réponse quand même, c'est le sérotype 8. Ce qui veut dire qu'actuellement, ce vaccin Prevnar 20 est susceptible de remplacer la séquence Prevnar 13, pneumovax, et actuellement, donc, dans le calendrier vaccinal 2024, il est recommandé que les personnes à risque, ça reste les mêmes, adultes de plus de 18 ans, reçoivent une vaccination avec une dose unique de vaccin Prevnar 20, s'ils n'ont pas été vaccinés antérieurement, ce qui veut dire que le vaccin pneumovax disparaît. Pour ceux qui ont été antérieurement vaccinés avec une seule dose, soit de Prevnar 13, soit de pneumovax, on fasse une seule dose de Prevnar 20 avec un délai de 1 an. Et puis pour ceux qui ont été antérieurement vaccinés avec la séquence Prevnar 13 pneumovax, une seule dose de Prevnar 20 avec un délai de 5 ans. Mais dans un nouvel avis, la HAS recommande un élargissement des critères d'éligibilité à la vaccination pneumococcique en introduisant un critère d'âge à la vaccination, comme ça se fait dans un certain nombre de pays. Et la HAS, dans un avis de décembre 2024, a recommandé
une vaccination par une dose de Prevnar 20 pour tous les adultes âgés de 65 ans et plus, avec des recommandations spécifiques pour les gens qui ont été antérieurement vaccinés, c'est les mêmes que celles qui sont énoncées plus haut, et pas de changement pour les personnes âgées de 18 ans et plus avec facteur de risque. Donc, on passerait il y aurait donc un changement de stratégie où la vaccination contre le pneumocoque concernerait non seulement les personnes à risque du fait de leur comorbidité, mais également de manière systématique les personnes âgées de 65 ans et plus. Pour l'instant, cette recommandation reste une recommandation de la HAS, mais n'a pas été validée au niveau du ministère de la Santé, et il y a quand même de bonnes chances que cette recommandation soit prise en compte dans le calendrier vaccinal 2025, donc qu'à partir de l'apparition de ce calendrier vaccinal, à partir de, je pense, d'ici la fin du mois d'avril, eh bien, on pourra vacciner les personnes de plus de 65 ans contre le pneumocoque à titre systématique avec ce vaccin Prevnar 20. Autre maladie pour laquelle il existe de nouvelles recommandations, c'est la prévention des infections à virus respiratoire syncytial. On sait que le virus respiratoire syncytial est responsable chaque année d'épidémies hivernales entre octobre et mars, et épidémies hivernales pour lesquelles on s'est surtout occupé des nourrissons. Mais en fait, le VRS infecte tout le monde, et notamment les deux extrêmes de la vie, les nourrissons bien sûr, mais également les personnes âgées. La particularité de ce virus respiratoire syncytial, c'est de ne pas procurer une immunité durable après une infection. Quand on a fait une infection à VRS, eh bien, il est tout à fait possible de refaire une infection à VRS l'année suivante, voire la même année, puisqu'il y a deux sous-groupes de VRS, il y a des VRS A et B, avec une immunité croisée qui est partielle. Donc, on peut tout à fait faire deux infections à VRS au cours de la même saison. Alors, qu'en est-il donc? Ce virus affecte les deux extrêmes de la vie. Qu'en est-il du fardeau particulier chez les personnes âgées? Il est en fait assez mal connu. Et c'est compliqué puisque l'intensité des épidémies de VRS est très variable d'une saison à l'autre. La saison dernière a été plutôt soft, alors que la saison d'avant avait été importante. Alors, ce qu'il y a de sûr, c'est que le VRS, il est responsable d'infections des voies respiratoires et des infections respiratoires aiguës, mais sa responsabilité est indiscutablement moindre comparée à celle de la grippe ou de la Covid-19. Alors, à partir du PMSI, on a pu chiffrer l'incidence des hospitalisations liées au VRS chez les personnes âgées, et cette incidence a été estimée à 7,2 cas pour 100 000, dont 77% chez les plus de 65 ans. Et ces données, c'est d'études à partir du PMSI ont montré l'importance des comorbidités, l'hypertension artérielle, l'insuffisance cardiaque, le diabète, le BPCO et l'immunodépression. Le taux d'admission en soins critiques liés au VRS chez l'adulte est en moyenne de un peu plus de 700 cas par an. Et la mortalité hospitalière de 6,6%, tous services confondus, mais le double en unité de soins intensifs. Donc, cette infection à VRS
même si elle est moins importante, le fardeau est moins lourd que la grippe ou le Covid, cette infection à VRS a quand même un fardeau tout à fait significatif chez les personnes âgées. Et donc, actuellement, il existe deux vaccins VRS pour l'adulte. Ces deux vaccins qui sont l'Abrisvo, qui est un vaccin recombinant à partir qui a pour antigène la glycoprotéine F des VRS A et B. Et le deuxième vaccin, c'est le vaccin Arexvy, qui est également un vaccin recombinant, qui a pour un antigène dérivé de la protéine F, mais qui a la particularité d'avoir un adjuvant. Le schéma vaccinal est un schéma à une dose et il n'y a pas de données sur l'efficacité et la tolérance des rappels. Donc actuellement, il n'y a aucune recommandation en matière de rappel pour les gens qui auraient été vaccinés. L'évaluation de ces vaccins a été relativement, à mon sens, assez médiocre sur le plan scientifique. On a des données limitées. Pour Arexvy, les essais cliniques randomisés qui a permis d'obtenir l'AMM a montré une prévention de la maladie des infections respiratoires des voies inférieures liées au VRS un taux de protection de 83% pour les infections non sévères sur une saison et de 67% sur 2 saisons cumulées. Chez les plus de 65 ans, la protection est de 83% sur une saison et 61% sur 2 saisons. Et en cas de comorbidité, avec une protection entre 95 et 67%. Pour Abrisvo, c'est un peu plus compliqué parce que Abrisvo, dans les critères de jugement, a pris 2 types de critères de jugement. Les infections respiratoires inférieures liées au VRS avec 2 symptômes ou 3 symptômes, et donc avec des données d'efficacité, 65% pour 2 symptômes, 86% pour 3 symptômes pour la première saison. Ça baisse à la deuxième saison, 49% à 79%. Et chez les plus de 65 ans, 90% pour la prévention des infections respiratoires avec 3 symptômes et 83% avec 2 symptômes. Et puis, en cas de comorbidité, la protection est de l'ordre de 60% avec 2 symptômes et 82% avec 3 symptômes. Voilà, donc encore une fois, on est quand même enfin, ces données scientifiques sont quand même très limitées et on attend d'avoir des données en population réelle pour un peu préciser cette efficacité vaccinale. Concernant la tolérance, il n'y a pas de problème majeur, il y a quand même un signal faible sur la possibilité de survenue de syndrome de Guillain-Barré. Alors, quelles sont les recommandations vaccinales vis-à-vis du VRS? Au calendrier 2024, il apparaît que la vaccination VRS est recommandée chez les personnes âgées de 75 ans et plus, avec un des 2 vaccins, et ceci avec un schéma à une dose. Et la vaccination est recommandée chez les personnes de plus de 65 ans, cette fois-ci, qui présentent des pathologies respiratoires chroniques, BPCO, des pathologies cardiaques, insuffisance cardiaque, ou qui sont susceptibles de se décompenser lors d'une infection à VRS. Il n'y a pas de données donc, sur la possibilité de rappel. Le vaccin VRS peut être co-administré avec les vaccins grippaux et donc cette vaccination pourrait avoir lieu dans la campagne de vaccination, de la campagne VRS. Maintenant, il y a une campagne de prévention du VRS chez les nourrissons avec soit le vaccin, la vaccination des femmes enceintes, soit l'utilisation
des anticorps monoclonaux. La période de la campagne est fixée chaque année par le ministère de la Santé en fonction de la saison, du début et de la fin de la saison VRS. Alors, actuellement, c'est une recommandation du calendrier vaccinal, mais à ma connaissance, pour l'instant, il n'y a pas de remboursement du vaccin VRS chez les personnes âgées. On peut penser que cette situation va évoluer rapidement, mais à ma connaissance, actuellement, ce vaccin n'est pas remboursé. Alors, maintenant, il existe donc parmi les personnes âgées, beaucoup ont des comorbidités. Ces comorbidités créent des risques particuliers et il existe des recommandations donc spécifiques pour ces personnes de plus de 65 ans qui ont un risque particulier. On a vu que pour le pneumocoque, donc la stratégie antérieure qui était donc de vacciner ces personnes à risque, cette stratégie devenant obsolète si le nouveau calendrier vaccinal intègre la nouvelle recommandation de l'OMS, de l'HAS, de vacciner avec une dose de Prevnar 20 à partir de l'âge de 65 ans. Pour ce qui concerne la coqueluche, il n'y a pas de recommandation de vacciner contre la coqueluche les adultes et les personnes âgées, sauf dans le cadre de ce qu'on appelle la stratégie du cocooning, c'est-à-dire vacciner les personnes âgées qui sont au contact de nourrissons de moins de 6 mois. Et actuellement, au contact de nourrissons de moins de 6 mois dont la mère n'a pas été vaccinée contre la coqueluche pendant la grossesse. Pour les personnes âgées qui ont été entièrement vaccinées contre la coqueluche et qui sont à nouveau en situation de cocooning, eh bien, il est recommandé de faire une dose de rappel de vaccin diphtérie, tétanos, coqueluche, polio si la dernière vaccination date de plus de 10 ans. Il y a également des recommandations chez les personnes âgées pour les personnes vis-à-vis de l'hépatite A, pour les personnes qui sont exposées à un risque particulier, avec un schéma vaccinal à 2 doses espacées de 6 mois. Il est recommandé de faire une sérologie préalable chez les personnes nées avant 1945, parce que à cette période, la circulation du virus de l'hépatite A était importante en France, et la plupart des personnes nées avant 1945 ont été infectées, ont fait une hépatite virale A. Et puis donc, pour le VRS, on l'a vu, une dose de vaccin à partir de 65 ans en cas de pathologie respiratoire ou cardiaque chronique. Dernier point, les seniors voyagent, ils voyagent beaucoup, et donc il y a des recommandations de vaccination pour les voyageurs qui s'appliquent particulièrement aux seniors. Et la première recommandation, lorsqu'on va voyager dans un pays, on va dire, exotique, c'est d'être à jour vis-à-vis des vaccinations qui sont recommandées en France. Alors, il y a des recommandations spécifiques pour l'hépatite A dans les pays d'endémicité, et les pays d'endémicité sont nombreux, l'Afrique subsaharienne, le Maghreb, l'Asie, tout ça. Donc, il est recommandé, si on voyage dans ces pays, et surtout si on s'éloigne, bon, si on va au Sofitel, c'est pas forcément nécessaire, mais si on doit avoir un séjour un peu touristique, eh bien, il est quand même recommandé d'être immunisé contre l'hépatite A, avec encore une fois la pratique d'une sérologie pour les personnes nées avant 1945. On fait le schéma classique qui a une bonne efficacité.
Il existe également une problématique, des recommandations, enfin, c'est pas seulement une recommandation, mais une obligation pour la vaccination contre la fièvre jaune, au moins dans certains pays, et une recommandation pour tous les pays à risque, avec une modification des recommandations, une modification relativement récente du règlement du règlement sanitaire international, puisque désormais une seule dose de vaccin fièvre jaune suffit. Avec quand même un problème, c'est que la primo-vaccination contre la fièvre jaune après l'âge de 60 ans expose indiscutablement à un risque majoré d'effets indésirables systémiques graves, ce qui fait qu'il faut être prudent pour faire une primo-vaccination fièvre jaune chez les plus de 60 ans et évaluer d'une manière stricte la balance bénéfice-risque. Enfin, pour l'encéphalite japonaise, la réponse immune est diminuée chez les seniors, ce qui fait qu'il est recommandé, il est recommandé de faire 2 doses à J0, J28 et un rappel sans attendre 12 mois si la personne va être exposée au risque d'encéphalite japonaise. Voilà, j'en ai terminé. Donc, d'ici, depuis quelques années, de manière très récente, ces recommandations vaccinales ont quand même beaucoup enrichi avec la Covid-19, avec le zona, qui, on espère, ça va se faire quand même. Jusqu'à présent, c'était peu le fait, mais on espère qu'avec le Shingrix, on aura une application de cette vaccination. Également, avec le VRS, ça risque quand même de faire beaucoup et qu'on espère que les personnes âgées ne vont pas exprimer le sentiment d'overdose à la vaccination. Voilà, ça va terminer.